Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue au décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est bien évidemment avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Heureux de vous retrouver pour le décryptage sur New World Soir. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Niger, un an de la transition. Cette transition qui a commencé après la chute du président Mohamed Bazoum. Il a été déposé par le général Tiani et ses hommes le 26 juillet 2023. 26 juillet 2024, un an après, nous allons porter notre regard sur la transition au Niger après Mohamed Bazoum. Alors, dans ce sens, quel regard portez-vous en tant qu'analyste sur la situation au Niger un an après la chute du président Mohamed Bazoum? Il faut reconnaître que le Niger est resté debout. Je crois que c'est la première remarque qu'il faut faire. Quand je fais cette remarque, c'est en rapport avec ce qui s'est passé immédiatement après le coup d'État où les gens avaient commencé à s'inquiéter avec la décision de la CEDEAO de vouloir remettre le président Bazoum par la force. Les sanctions ont été, je l'avais dit sur ce plateau, très lourdes. C'est allé très loin, c'est allé très vite. Et ça a créé aujourd'hui cette reculade parce que finalement, quand on sanctionne, d'habitude on y va de façon progressive, mais ici on est allé jusqu'au bout directement d'un seul coup. Bon, on a vu ce que ça a donné comme conséquence finalement. Ça il faut le dire, le pays tient debout et le Niger le doit en particulier à ses populations qui ont fait preuve de résilience dans des conditions extrêmement difficiles à l'époque. Des conditions difficiles qui d'ailleurs ne sont pas encore terminées puisque les difficultés ne sont pas résolues. Quand on en parle, ce n'est pas lié à ces pays où il y a le coup d'État tout simplement. Même dans les pays où il n'y a pas de coup d'État, il y a des difficultés sur le plan économique. Ça se renforce bien sûr dans ces pays à cause de la guerre contre le terrorisme qui est également présente. L'autre élément, on parle de transition. Est-ce qu'au Niger, on peut parler de transition actuellement? Parce que pour le moment, la question mérite d'être posée. On est en face de ce que moi j'appelle le coup d'État typique. Je disais toujours avec les coups d'État, mais que les gens prennent leurs responsabilités une bonne fois pour toutes. Parce que quand tu rentres dans cette idée de transition, il y a un conditionnement qui est là et personne n'a respecté ce qui a été dit en matière de transition, y compris le Niger. Parce que quand il a commencé, il avait fait des promesses. Oui. D'abord, un nouveau code électoral, une nouvelle constitution, des élections libres et transparentes, une transition, il l'avait dit sur la télévision nationale du Niger, puisque c'est lui-même qui tenait ce discours, mais on était juste après le coup d'État. Bon, aujourd'hui, si vous regardez, ces éléments ne sont pas une priorité par rapport à ce qui se passe au Niger actuellement. Alors, justement, dans cet élan, un an après, le général Tiani reprend la parole pour se positionner dans un discours qu'on pourrait qualifier de bilan ou de projection d'après Mohamed Bazoum. Il est revenu notamment sur les raisons qui ont expliqué la prise du pouvoir par les militaires, dont lui à leur tête, et aussi se projeter dans l'avenir sur les projets qu'il envisage faire pour le Niger. Quel regard portez-vous également sur cette sortie du général Tiani qui fait son bilan un an après le coup d'État? Sur la cause du coup d'État, je ne sais pas pourquoi il est revenu là-dessus. Ils n'ont jamais été capables de convaincre sur ce plan-là. Rappelez-vous tout ce qui a existé comme débat, comme analyse sur la raison véritable du coup d'État. Il leur a été difficile de convaincre jusqu'à aujourd'hui sur véritablement la raison du coup d'État, puisque l'argument le plus sérieux dans ce qui a été dit, c'est plutôt la question sécuritaire. Oui. Sur la question de la corruption, les gens avaient rétorqué qu'attendez, sous Issoufou comme sous Bazoum, quand on parle de corruption, les militaires haut gradés font partie de la corruption. Et ça, c'était clair. On a vu le comité que Issoufou avait mis sur place sur des détournements concernant les militaires, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi, en termes de communication, il revient là-dessus, ou bien il est peut-être convaincu que les gens n'ont pas encore digéré cela. Les explications qui ont été données pour qu'ils reviennent là-dessus, à mon avis, en termes de communication, il ne fallait pas revenir sur cette question parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas convaincu grand monde. Les gens s'interrogent sur plein d'informations qui ont été données sur ce coup d'État et quand il n'y a pas de transparence, tu prends tous les éléments devant toi.
N'est-ce pas plutôt pour peut-être fédérer ou mobiliser tout le monde avec les mêmes éléments de langage? Parce qu'on a vu dans les jours précédents ou dans les semaines précédentes, il a essayé d'une certaine manière d'attribuer ce coup d'État au peuple nigérien à travers cette note-là qui fait de la journée du 26 janvier une journée de fête nationale. Bon, moi, je suis historien. Nous, historiens, l'anachronisme nous pose problème. Hier ne peut pas venir avant demain. En ça, c'est l'historien qui parle. Il y a d'abord eu un coup d'État et il y a eu des populations qui ont approuvé le coup d'État. Donc, il est impossible, d'un point de vue historique, de dire que c'est le coup d'État du peuple. On peut dire clairement maintenant c'est un coup d'État qui a été accepté par le peuple. Mais pas le coup d'État du peuple. Mais pas le coup d'État du peuple. Puisque d'un point de vue historique, bon, il n'est pas possible qu'on le fasse et qu'on se rende compte après que le peuple est d'accord pour dire que c'est pour le peuple. Donc ça, bon, c'est des éléments de langage et c'est un problème de légitimation par les faits qui se fait à travers partout où il y a un coup d'État. Bon, quand les populations sortent manifester pour dire on est d'accord, on oublie que le coup d'État n'est pas légal selon les textes du pays. On utilise les populations pour rendre le coup d'État légal, alors que l'acceptation des populations, quel que soit le pourcentage de population qui accepte, ne rend pas le coup d'État légal. La preuve, tous parlent de changement de constitution. Vous allez voir, quand les constitutions vont changer, on ne va pas écrire sur la Constitution, si celui qui est au pouvoir ne fait pas ce qu'il doit faire, on donne la liberté aux militaires de faire un coup d'État pour ramener le pays dans les normes. Vous ne le verrez dans aucun de ces pays, même s'ils sont au pouvoir par un coup d'État. Toujours dans cette prise de parole, pour faire son bilan, ou bien cette prise de parole à l'orée du premier anniversaire donc de ce coup d'État, il a non seulement fait son bilan, mais il a projeté le pays dans l'avenir. Oui, sur les projections, il y a des éléments intéressants. Quand je dis des éléments intéressants, cette posture souverainiste, qui est une posture pour moi fondamentale pour le continent africain, pas seulement pour le Niger, nous ne pourrons jamais sortir l'Afrique de ses difficultés tant que chacun des États africains ne sera pas véritablement indépendant. Cette posture, il faut la saluer. Et en fait, c'est ce qui est très nouveau et ce qui mobilise également le plus les personnes par rapport à ces coups d'État, puisque c'est ce qu'on te présente quand il faut parler du coup d'État, pour ne pas discuter du coup d'État, parce qu'il est difficile de le légitimer plutôt, on te présente cet aspect souverainiste, voilà, qui est effectivement un besoin du continent africain. Ça, il faut le dire clairement. La question du panafricanisme également, bien que nous ne le comprenons pas de la même manière que beaucoup de gens, il faut reconnaître que c'est un acquis sur lequel le Niger, tout comme le Mali, le Burkina, ont appuyé sur l'accélérateur pour quand même projeter l'Afrique un peu plus vers l'avant de ce point de vue, parce que là-bas, il faut le reconnaître, il y avait des difficultés. La CEDEAO parlait de ces difficultés, mais la CEDEAO ne réglait pas les problèmes. Donc sur ce plan, il faut reconnaître quand même qu'ils ont fait ce que je pourrais appeler de l'afrocentrisme, en ramenant l'Afrique au centre des choses, au lieu d'être là de subir et d'être à la solde de celui-ci ou de celui-là. Ça, il faut reconnaître que c'est un acquis, pas seulement au niveau du Niger, mais au niveau du Mali, au niveau du Burkina, et ça se voit également à travers le soutien que tous ceux qui sont pour l'indépendance de l'Afrique leur apportent. Là où le bas blesse, c'est que quand on dit panafricanisme et qu'on maintient un conflit avec le Bénin, moi ça me pose problème. Il faut qu'on trouve une solution à cette affaire. Parce que la souveraineté de chaque État africain est une chose, mais la souveraineté de chaque État africain ne réglera pas le problème de l'Afrique. Si nous voulons peser dans le concert des nations au niveau du monde, nous avons besoin de coopérer et de façon extrêmement forte, pour ne pas dire d'être intégrés en tant que pays africain, pour faire entendre notre voix. Mais si on se met à ajouter des conflits à tout ce qui existe déjà comme conflit sur le sol africain, ça ne fait pas du tout notre affaire, mais ça fait plutôt l'affaire de ceux qui veulent nous diviser pour pouvoir continuer à mieux régner sur le continent africain. Quand je le dis, c'est le problème de la frontière avec le Bénin, c'est le Soudan où on se déchire à l'intérieur, c'est le Maroc et l'Algérie qui sont voisins et qui ne veulent pas s'entendre du tout, c'est la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, ça ne finit pas. En fait, pour que l'Afrique soit forte, mais ça commence d'abord par le fait que ça ne soit pas un pays africain
qui organise, qui soutient la déstabilisation de notre pays africain. Parce que l'unité africaine qu'on cherche, on ne peut pas l'avoir quand le pays ne peut pas avoir confiance au pays qui est voisin géographiquement. Dans cette prise de parole également, le général Tiani a fait des projections, surtout pour l'avenir, avec des ambitions de développement pour son pays, une raffinerie, un institut du pétrole et du gaz, plusieurs projets de sécurité alimentaire, de sécurité, de lutte contre le terrorisme ont été annoncés. Mais ça c'est le besoin de l'Afrique de façon générale. À part le pétrole, parce que tu ne peux pas l'appliquer à un pays qui n'a pas de pétrole, par exemple. Tout ce qu'il dit, mais une bonne partie des pays africains en ont besoin. Le Niger en a plus besoin, parce que quand on classe les pays, le Niger est très mal placé en matière de développement. Donc les attentes et les besoins des populations deviennent quelque chose d'extrêmement important. Il est en train de vouloir s'engager à la résolution de ces besoins. Pour ce qui est du pétrole, pour moi, raffiner le pétrole en Afrique, il faut obligatoirement le faire. On se rappelle l'expérience du Nigeria, énorme producteur de pétrole, et tu pars à la station pour acheter du carburant, on te dit qu'il n'y a pas de carburant. C'est un paradoxe en matière de développement avec tout ce que le Nigeria est capable de produire comme carburant. Donc il est tout à fait normal que le Niger produisant du pétrole ne fasse pas le mauvais exemple au niveau du Nigeria. Mais pour revenir à cet esprit panafricaniste, Dangote a créé une raffinerie et il a des problèmes aujourd'hui pour avoir du pétrole. Mais est-ce qu'il ne faut pas être dans cette logique panafricaniste, raffiner le pétrole du Niger chez Dangote? Parce qu'il a créé des capacités qui permettent de raffiner une très grande quantité de pétrole. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut qu'on évite cette culture de la crise entre les pays, parce qu'on peut créer une interdépendance entre nos pays qui fait l'affaire de tous les pays. Le cas du pétrole, c'est le cas. Il y a déjà une raffinerie qui peut raffiner le pétrole du Niger. Est-ce qu'il est nécessaire d'installer encore une raffinerie au Niger qui est frontalier avec le Nigeria? Mais on est en contexte de crise. Pourtant, c'est dans ce côté-là, à mon avis, qu'il fallait réfléchir. Ça fera l'affaire du Nigeria, ça fera l'affaire du Niger, ça fera globalement l'affaire de l'Afrique. Donc, c'est pertinent de vouloir raffiner le pétrole, mais on peut avoir mieux parce que la raffinerie de Dangote, tout le monde l'a vu, tout le monde a vu ce qui a été montré au moment de l'inauguration. Ça peut raffiner au-delà du pétrole du Nigeria. On le voit aller chercher du pétrole au Brésil, mais s'il y a du pétrole au Niger, la logique voudrait que ça commence par le Niger au lieu de commencer par le Brésil. Sur les autres côtés, souveraineté alimentaire et autres, c'est une nécessité absolue. Et ici, il s'agit plutôt de trouver une solution systémique, pas une solution contextuelle. Okay. Parce que c'est ça qui a fatigué le continent africain. À chaque fois qu'il y a des problèmes, on règle un problème d'un point de vue contextuel, le système ne change pas et après le même problème revient. Mais la question de la souveraineté sur le plan alimentaire pour nos pays, pour le résoudre, il n'y a aucun secret. Nous devons produire ce que nous mangeons et nous devons consommer ce que nous produisons. Il n'y a aucun secret. Ce n'est pas la peine d'aller chercher un spécialiste. Tu as beau produire dans ton pays, si les populations ne consomment pas ce que tu as produit, tu fais quoi avec ta production? C'est la première équation. Et la deuxième chose, tant que les populations vont vouloir ce qui est à l'extérieur, le commerçant, c'est du marketing qu'il fait, c'est le marché. C'est ce qu'on achète sur le marché que lui, il va mettre sur le marché. Si vous ne prenez pas les produits nationaux, il va vous amener les produits de l'étranger parce que lui, c'est son profit, c'est son métier, c'est son travail. Donc, il y a un travail à faire effectivement sur ce plan-là pour que on cesse de, à chaque fois qu'on est à l'approche de l'hivernage, qu'on nous sorte des chiffres qui disent attendez, au Togo, au Sénégal, au Niger, au Burkina, au Mali, dans chaque pays on cite il y a 1 million de personnes en risque de famine parce que c'est la période de soudure, etc. Ce problème, on peut le résoudre. Mais pour le résoudre, il faut le faire de façon systémique. Ce que j'appelle faire de façon systémique, ce n'est pas de venir donner tout de suite des engrais aux populations, donner de la semence aux populations en disant produisez, ça donne un résultat tout de suite. Quand les populations vont produire la conservation, la transformation,
C'est l'ensemble de ces éléments que j'appelle un système. Si on propose une solution sous la forme d'un système, effectivement, on sortira de ces problèmes qui sont aujourd'hui une des caractéristiques de nos pays sous-développés. On ne peut pas parler d'un an de la transition sans parler également du président déchu Mohamed Bazoum, qui est toujours en détention depuis sa chute le 26 juillet 2023. Oui, Bazoum est un problème pour les militaires qui sont au pouvoir actuellement. C'est pourquoi on l'a gardé dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Non pas parce que c'est Bazoum, mais parce que c'est un citoyen nigérien. Si on doit le priver de liberté, il y a quelqu'un qui est chargé de priver les citoyens de liberté. Il faut aller là-bas. Et la justice décidera de priver Bazoum de liberté. Personne ne pourra rien dire, sinon oui, même si on le prive de liberté, qu'on préserve ses droits. Parce que même un prisonnier a des droits. Ça, c'est le principe. Maintenant, il a fait 1 an de prison en quelque sorte, puisque la prison est dorée, mais c'est 1 an de prison. Sur quelle base? Et là, ça pose problème. Le pourquoi, c'est 2 choses. La première chose, vous avez Bazoum qui refuse jusqu'à aujourd'hui de signer sa démission. Ça pose problème. Parce que lui, on ne l'entend plus, c'est vrai, mais il a toujours continué à se considérer comme étant le président du Niger et il a toujours dit qu'il lutte pour le Niger. Ça pose déjà un problème. Le deuxième problème, Bazoum est gênant pour les autorités politiques actuelles du Niger. S'il n'était pas gênant, on aurait utilisé les formules habituelles, soit on le met quelque part, soit on le fait partir en exil dans un autre pays. Mais Bazoum qui parle peut créer énormément de problèmes au général Tchani, puisque Bazoum et Tchani, c'est un compagnonnage de combien d'années? Tchani a dit beaucoup de choses sur Bazoum. Mais Bazoum pourrait peut-être dire des choses sur Tchani et sur les militaires qui dirigent le Niger. Mais en ce moment, celui-là, sa prise de parole peut être une difficulté pour ceux qui dirigent le Niger. En ce moment, effectivement, on est obligé de le garder et de le mettre dans des conditions où il ne va pas pouvoir communiquer. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Son procès risque d'être un moment de révélation. Ça sera peut-être l'occasion d'avoir officiellement de quoi le condamner. Mais s'il prend la parole, qu'est-ce qu'on peut entendre de la part du président qui a d'abord refusé de démissionner et qui a été un compagnon de ceux-là qui gèrent le Niger aujourd'hui. Donc il y a toutes ces raisons qui font qu'effectivement Bazoum est une gêne pour le régime actuel. Cela explique selon vous ce pourquoi il est toujours en détention? En partie cela l'explique. En partie cela l'explique puisqu'on avait vu la même chose au Burkina. C'est les mêmes arguments qui avaient été développés. Si Roch a fait quelque chose, amenez-le en justice qu'il soit poursuivi. Mais s'il n'a rien fait, vous êtes obligé de lui rendre sa liberté. Le même argument est valable également pour Bazoum. Si Bazoum est responsable de détournement de je ne sais pas quoi, mais qu'on l'amène en justice. Puisque c'est à la justice de faire ce travail, ce n'est pas au président de la République. C'est à la justice de le faire. En ce moment, qu'on laisse la justice faire son travail et la justice décidera si en faisant ce travail, Bazoum va être gardé en prison, en résidence surveillée, sous contrôle judiciaire, etc. Ça, c'est de la justice. Ce n'est pas le pouvoir en place qui doit le faire. Merci beaucoup. Afou Mamadi Diouf, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage, mais avant de nous quitter, que peut-on retenir de cette transition, ou du moins de ce coup d'État qui a duré 1 an au Niger? Mais ce que j'avais dit tout à l'heure, le pouvoir est toujours là. Le Niger a tenu. Le Niger n'est pas tombé. Parfois, certains l'avaient craint, certains l'avaient prophétisé, même si je peux le dire ainsi. Mais le Niger est là, le Niger est debout, il n'est pas tombé. L'autre chose, il faut que le Niger aille plutôt dans le sens de la décrispation et de la collaboration. Parce que ce n'est pas le Bénin seul qui voulait la guerre contre le Niger. Le Nigeria était là. Et par rapport au Nigeria, quand vous regardez, l'attitude du Niger par rapport au Nigeria n'est pas la même que l'attitude du Niger par rapport au Bénin. Il faut décrisper parce que le Niger, d'un point de vue géopolitique, a plus intérêt dans ses relations aujourd'hui avec le Bénin et le Nigeria que dans ses relations avec le Mali et le Burkina, excepté sur la question sécuritaire. Parce qu'avec le Mali et le Burkina, le point commun ici, c'est le côté sécuritaire, mais d'un point de vue économique, d'un point de vue géographique, sur plusieurs plans, le Niger a intérêt à avoir des relations normales avec le Bénin et le Nigeria.
Merci beaucoup à vous, Mohamed Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur New World Info.